Bonsoir et bienvenue pour une séance de rattrapage des meilleurs moments du Club international de 20 minutes samedi. Au programme ce soir avec nos correspondants étrangers et dessinateurs de presse, des invités et du débat dans la joie et la bonne humeur évidemment. En fin d'émission, nous retrouverons notre poète Benoît Forgeard et sa dérive des continents. Commençons sans plus tarder par le grand déballage de l'affaire Epstein avec 3,5 millions de documents déclassifiés. Valérie Brochard, on vous écoute. Des personnalités du monde entier ont échangé à un moment donné avec Jeffrey Epstein, famille royale, élite politique ou culturelle dans chaque pays concerné. L'affaire fait la une de tous les journaux. Kronprinsesse Mette-Marit fratas beskytterskap etter Epstein-avsløringene. Økokrim vurderer etterforskning av flere involverte. L'affaire Epstein éclabousse la famille royale de Norvège. Just confirming that a photo of Peter Mandelson in his underwear was taken in Jeffrey Epstein's flat in Paris. Benjamin Louis, est-ce que vous voyez dans ce grand déballage sans filtre un problème de méthode ou au contraire une transparence presque salvatrice ? J'y vois un peu les deux, au fond. D'abord, il y a effectivement un problème de méthode, parce qu'on jette en pâture quand même des noms, des milliers de noms de personnes qui apparaissent dans ces fichiers. Apparaître n'est pas forcément être complice. Avoir été contacté par quelqu'un ne veut pas dire avoir été complice de ces méfaits. Et en l'occurrence, c'est quand même quelque chose, effectivement, de très grave ce qui s'est passé avec Jeffrey Epstein. Après, voilà, il y a des personnes pour qui, effectivement, on a quand même des éléments qui permettent de voir qu'ils ont été mouillés, si j'ose dire, dans les affaires de Jeffrey Epstein qui ne sont pas forcément les plus glorieuses. On vient de voir Peter Mandelson en slip kangourou. En Grande-Bretagne. Oui. Voilà, en Grande-Bretagne, effectivement, il a été poussé à la démission. Après, il y a aussi des personnes dont les noms sont simplement apparus, parce que je pense notamment à Cédric Villani, qui est l'ancien député, ancien ministre français, qui lui a simplement été contacté par Jeffrey Epstein. Il n'a pas forcément... Il n'a pas travaillé avec Jeffrey Epstein. C'est une sorte de baiser de la mort qu'il a reçu comme ça. Ouais. Et là, franchement, ça pose un vrai problème parce que on libère ces milliers de pages pour tout le monde. Et cela donne lieu, en fait, à tous les complotismes possibles et imaginables. Et ça alimente cette machine complotiste qui avait été alimentée par le fait qu'on n'avait pas accès à ces documents. C'est un cercle vicieux terrible. Alors, Maya Kadra, ça c'est le risque, les critiques évoquées par Benjamin Louis à l'instant. Mais est-ce qu'il y a aussi, donc, justement, à vos yeux, aussi une dimension salvatrice ? C'est-à-dire qu'on voit quand même un certain nombre de puissants qui, sans avoir été forcément complices, de fait, ont continué d'entretenir des liens avec Jeffrey Epstein, y compris d'échanger avec lui, alors d'ailleurs qu'il avait été une première fois condamné dès 2008, voilà, qu'il y avait des choses qui se savaient quand même. Il a été condamné plusieurs fois, jusqu'à ce qu'on l'ait découvert en prison, mort. Le problème dans tout ça, en fait, c'est, comme l'a dit Benjamin, c'est le déballage. Mais il faut avouer aussi que depuis un mois, on a avancé sur le dossier Epstein beaucoup plus que pendant les 5 dernières années. Donc le fait que ces 3 millions de documents soient déclassifiés, ça a aidé à déceler certaines vérités, aussi à pointer certains coupables, mais est-ce qu'on a vraiment avancé d'un point de vue judiciaire sur l'affaire ? Non. Et il y a une responsabilité aussi qui incombe à nous, les journalistes, dans le traitement de cette surexposition de tous à toutes sortes d'informations aussi. Donc c'est au pouvoir judiciaire de traiter, aux journalistes aussi de traiter ces informations brutes. 3 millions de dossiers. On a bien vu qu'il y avait une main invisible russe aussi qui essayait de s'emparer de tous ces documents pour instiller le doute et pour répandre les fake news. Daniel Zappala, il y a le nom qui revient le plus souvent, c'est forcément celui du président américain, Donald Trump, dans ces dossiers Epstein qui ont été donc révélés. Au départ, Trump ne voulait pas que ça soit révélé, mais aujourd'hui que c'est révélé, est-ce que finalement, ça peut pas être bon pour lui, parce que c'est le président qui aura permis en effet la révélation, même s'il figure dans ces fichiers, c'est quand même lui qui a permis la révélation. Disons qu'aujourd'hui, il y a sur cette question un décalage entre la complexité et ensuite les temporalités aussi journalistiques. Donc c'est vrai que cela peut favoriser paradoxalement Trump dans la mesure où c'est en quelque sorte, en fait, effectivement, c'est lui qui a permis d'une certaine manière, en fait... Et puis il est noyé au milieu de dizaines, de centaines de noms, voilà, c'est un parmi d'autres. C'est un peu la difficulté aussi pour les journalistes, parce que comme on le disait à l'instant, il faut faire du travail de fond dans les temps, et donc c'est vrai qu'on risque en quelque sorte de rester complètement en retard
par rapport effectivement aux temporalités tout simplement du spectacle, en fait, entre guillemets, audiovisuel. On parlait des personnalités qui avaient été visées plus ou moins, parfois juste nommées, comme vous le disiez à juste titre. En Suisse particulièrement, je pense au patron du forum de Davos ou à la patronne franco-allemande du groupe Edmond de Rothschild. Est-ce que du coup, ça a une répercussion particulière aussi en Suisse, cette affaire Epstein? Je dois vous dire que ça a été un petit peu long à l'allumage, à vrai dire. Et ça commence effectivement sur Ariane de Rothschild. On se rend compte, par exemple, que Jeffrey Epstein était à la manœuvre pour un rachat d'une autre banque, d'une grande banque suisse alémanique. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Effectivement, c'est des questions qu'il faut qu'on pose. Après, encore une fois, le fait d'avoir été en contact avec Jeffrey Epstein pour des questions de business ne veut pas forcément dire que l'on a commis des délits. Mais ça commence, hein. Encore une fois, on a libéré des milliers de documents qui ont en plus été caviardés d'une manière extrêmement bizarre. Je pense que si ça avait été en France ou ailleurs en Europe, ça ne se serait pas du tout passé comme ça. Là, encore une fois, on ne sait pas exactement aussi quel est le rôle de l'administration Trump dans ce caviardage qu'on voit en ce moment à l'écran, c'est-à-dire donc le fait qu'il y ait des parties qui soient complètement occultées et noircies de manière totalement arbitraire. Donc, il manque plein de choses. C'est compliqué. On avait besoin d'avoir ces éléments, mais avait-on besoin de les donner au grand public comme ça? Je ne sais pas. Là, encore une fois, comme disait Maya, l'importance des grands journaux, des grands médias qui vont faire un travail d'enquête, de recoupement, un travail journalistique qui est effectivement indispensable aujourd'hui, surtout quand on est face à ça. Merci Benjamin. Un dessin de Dortmund Schulz. Le dossier Epstein, Trump, tranquille. Heureusement que je suis le roi des États-Unis et pas la princesse de Norvège. Valérie, vous allez maintenant justement nous emmener chez l'un de nos chers voisins européens. En l'occurrence, on part ce soir aux Pays-Bas. Les Pays-Bas qui célèbrent un anniversaire de mariage, les 25 ans du mariage homosexuel, ce sont les noces d'argent, les noces d'argent évidemment, tenues arc-en-ciel et mémoire longue pour les 25 ans du mariage entre personnes de même sexe en 2001. Les Pays-Bas étaient alors le tout premier pays au monde à avoir franchi le pas. Et pour marquer l'occasion, 3 couples se sont dit oui à l'hôtel de ville, exactement là où tout a commencé. Un symbole orchestré par la maire d'Amsterdam, un quart de siècle après les 4 premiers mariages historiques dont se souvient parfaitement l'actuel Premier ministre néerlandais. I was 40 years old when 25 years ago the first marriages took place here in Amsterdam. And for me it was one of the first moments that I saw on television that it is possible, even as a young, back then gay boy, to be yourself and to love whoever you want to love. So that was a very inspiring moment for me and for many, many others, not only in the Netherlands but all around the world. Depuis 25 ans, 36 000 unions entre personnes de même sexe ont été célébrées dans le pays. Une génération pour témoigner de cette avancée, une avancée qui recule depuis quelques années. Dans une étude réalisée en 2023 dans la capitale néerlandaise, on découvre que seulement 43% des jeunes de 13 à 16 ans trouvent normal que 2 personnes de même sexe soient amoureuses. Ils étaient 63% en 2021. Une chute de l'acceptation qui s'accompagne d'une parole totalement décomplexée chez ce jeune homme interrogé l'été dernier. Gewoon niet goed hoe je geboren bent. Als je lul hebt, heb je gewoon een lul. Gewoon dan ga je niet smerig doen naar die andere mensen. Dus gewoon, als je jonger bent, ga je gewoon naar meisjes kijken. Mijn volgende vraag was van, joh, heb je wel eens een homo uitgescholden? Dan Ja, echt vaak. Wanneer ik eentje hier zie, meteen kanker allemaal. Un pays pionnier devenu paresseux, à en croire le porte-parole de la principale organisation LGBT des Pays-Bas qui dénonce l'insuffisance de la protection pour les personnes transgenres, les violences verbales et physiques qui progressent dans l'espace public. Un pays qui, après avoir ouvert la marche, regarde désormais les autres lui passer devant. Le mariage gay est autorisé aujourd'hui dans 16 pays de l'Union européenne comme la France, l'Espagne ou la Belgique. 6 pays reconnaissent des unions civiles et Bruxelles impose désormais une sorte de cohérence, une uniformisation des pratiques en obligeant tous les pays membres à reconnaître administrativement un mariage conclu ailleurs dans l'Union européenne. En novembre dernier, la Cour de justice européenne a contraint la Pologne à reconnaître l'union d'un Polonais et d'un Allemand qui s'étaient épousés à Berlin. Un rappel à l'ordre adressé à la Pologne, vous l'avez compris, mais aussi à la Hongrie où les blocages politiques persistent. Quand les Pays-Bas célèbrent un quart de siècle d'alliances échangées, d'autres pays débattent encore du droit d'exister. Le Sénégal adoptait il y a quelques semaines une loi pour réprimer l'homosexualité punie désormais de 5 à 10 ans de prison. Frédéric Arnould,
25 ans après Amsterdam, la question n'est plus de savoir si le mariage pour tous avance, mais pourquoi est-ce qu'il recule encore ailleurs ? Mais c'est intéressant de voir que, on entendait le jeune tout à l'heure, on a l'impression qu'il y a une espèce de regain de conservatisme auprès des jeunes. Et je pense qu'on le voit un peu partout. Aux États-Unis, on a vu un petit peu ces jeunes Américains qui étaient intéressés, fascinés par Trump, qui a quand même certaines valeurs au niveau LGBTQ assez un peu rétrogrades parfois, et même au niveau du Parti républicain. C'est probablement l'effet de balancier. On est allé très loin à un moment donné d'un certain côté. Et là, on a l'impression que les jeunes ne se retrouvent pas là-dedans. Et donc, ils veulent plus aller vers la droite. Et je pense que ce n'est pas un phénomène qu'on voit juste en Europe. C'est quand même assez intéressent de voir ça. Bien sûr. Et inquiétant, évidemment, pour ceux qui défendent justement ces causes-là. Alors, justement, en dehors de l'Europe, au Liban, Rima Abdul-Malak, il y a eu un projet de loi dépénalisant l'homosexualité qui a suscité des violences extraordinaires en 2023. On en est où aujourd'hui ? Toujours au même point. Ouais. Non, on est encore très loin. Un vrai blocage Oui. Et puis c'est pas la guerre qu'on est en train de vivre qui va remettre évidemment, ce sujet c'est pas le moment d'en parler, bien dans sûr, les priorités, mais il y a une homophobie très très réelle dans le pays et on est encore très loin des avancées européennes qu'on a connues il y a 25 ans, donc aux Pays-Bas. Richard Verly, le retard. Comment vous expliquez, vous, cette évolution, ou plutôt cette contre-évolution, j'allais dire contre-révolution quasiment liée aux générations, comme l'évoquait à l'instant Frédéric Arnould. Pourquoi est-ce que une frange, on va dire, des jeunes générations semble revenir un peu en arrière justement sur ce sujet? Je pense qu'il y a un effet de tenaille, c'est-à-dire que d'un côté vous avez les partis de droite dure qu'on peut appeler réactionnaires, nationaux-populistes, qui quand même sont très masculinistes dans leur rhétorique. C'est le cas du Trumpisme par exemple. Je rappelle quand même qu'aux Pays-Bas, l'extrême droite est très puissante. Elle était au précédent gouvernement qui a chuté pour faire place à celui-ci dirigé par Rob Jetten. Et l'autre partie de la tenaille, c'est toute une partie de la population d'origine immigrée, notamment des pays musulmans, qui a une jeunesse extrêmement rigoriste, elle aussi masculiniste pour des raisons... Le poids des religions. Absolument. Le poids des religions et le poids des églises. C'est ça, vous avez d'un côté le poids de la droite nationale populiste réactionnaire, de l'autre le poids des religions, et notamment, il faut bien le dire, de l'islam dans une partie de la population, et ça prend en tenaille cette jeunesse qui se retrouve effectivement en recherche de repères. Vous ajoutez à ça peut-être des excès, comme toujours. À un moment donné, ces mouvements LGBT dont vous avez parlé ont peut-être fait preuve, ont peut-être été très visibles sur la scène publique, et comme toujours, eh bien, ça suscite un recul. C'est des réactions. Et pourtant, Dorthe, l'amour, toujours l'amour. Oh, absolument. 25 ans de mariage homosexuel aux Pays-Bas. Un exemple à suivre. Faites l'amour, pas la guerre. Super. Nous sommes tous des employés. Certains sont remerciés sans indemnité. Lui change de chef sans rendre son badge, ou plutôt son collier. Who's your favourite Prime Minister? Who's the worst Prime Minister? I think he's been media trained. C'est qui Larry, un chat errant devenu Chief Mauser to the Cabinet Office, autrement dit souricier en chef du Royaume-Uni. 19 ans, 15 ans de service et 6 premiers ministres, de David Cameron à Keir Starmer, en passant par Theresa May. Flashback janvier 2011, des rats traversent les marches du 10 Downing Street devant la caméra, panique médiatique. David Cameron recrute alors Larry au refuge. Les débuts sont poussifs, manque d'instinct de tueur, beaucoup de siestes, la presse le surnomme Lazy Larry. Cet aristochat de gouttière préfère courir après Maisie, sa petite amie, à poil. Première souris en avril 2011, depuis il s'est bien rattrapé, il chasse même le renard ou le pigeon. Oh! Fiche de poste, inspecter les dispositifs de sécurité et tester les canapés, c'est écrit noir sur blanc. Dans les faits, Larry surgit au cœur des poignées de main diplomatiques. Obama le salue, Van der Leyen le caresse, Zelensky lui sourit, mais il a ses têtes. Donald Trump a vu sa limousine blindée immobilisée, le chat faisait la sieste dessous. Contrairement à ses prédécesseurs financés par le Trésor depuis 1929, son entretien à lui repose sur des dons volontaires des employés. Un fonctionnaire, oui, mais financé par le personnel. Large following who want to know that he's doing okay and think that he's literally the one who's running the country. En 2024, sa cote de popularité dépasse celle du Premier ministre. Son compte X non officiel dépasse les 880 000 abonnés. En pleine crise Boris Johnson, on peut lire soit il part, soit je pars. En 2023, face aux rumeurs sur sa santé, essayer d'être heureux après 5 premiers ministres conservateurs, l'humour britannique a trouvé son maître. Et finalement, pourquoi lui? Parce que dans un royaume à l'instabilité chronique, il est le seul à n'avoir jamais perdu la majorité absolue, ronronnante.
Karim Abrik, le Royaume britannique est en mauvais état, le Canada, membre du Commonwealth, regarde ça, j'imagine, de près. Oui, Qu'est-ce que ça dit dans cette situation politique-là, cette popularité de Larry? God Save the Cat? Oui, exactement. Non, mais Larry, c'est une star et je pense que ça permet d'humaniser justement les politiques, cet aspect des fois qui semble un peu éloigné des citoyens et ça reste comme ça. Et c'est drôle parce que quand on regarde, par exemple, du côté des États-Unis, il y avait cette tradition aussi des chiens à la Maison-Blanche et en ce moment, il n'y en a pas. Il n'y en a pas avec Donald Trump. Donc, est-ce que ça dit quelque chose de la politique, peut-être quelque chose de moins attendrissant, peut-être? Je ne sais pas. Rosette de Radio, est-ce que justement en Espagne, on est aussi un peu porté sur ces animaux de pouvoir ou pas? Ça existe d'ailleurs ou pas? Alors, la Moncloa, le palais où réside le président du gouvernement, les premiers ministres, il y a des chats. Et un citoyen, il y a quelques années, il y a 2 ans, a posé la question qui paye justement les chats, l'alimentation des chats. Et donc, c'est une partie du budget qui est alloué à la Moncloa qui sert à payer justement les chats qui sont dans le bois qui entoure le palais. Mais effectivement, c'est plutôt l'Espagne un pays des chiens, puisque tous les premiers ministres depuis Belle Lurette, depuis la démocratie, ont eu des chiens. Et Pedro Sánchez, l'actuel Premier ministre, a aussi son chien. C'est lui qui apparaît dans les photos. Les chats, on ne les appelle pas, on ne sait pas qui ils sont, mais il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. En tout cas, aussi, c'est les chiens. Oui, c'est vrai. À l'Élysée, il y a toujours des chiens. Et en tout cas, l'intérêt des chats pour la responsable politique, c'est qu'en général, ils sont loyaux, puisque plutôt discrets, c'est cela, Pierre Kroll? Oui, bah, j'imagine que Larry là, doit faire un peu le snob dans son quartier avec les chats de gouttière du quartier. Il doit savoir beaucoup de choses. Voilà. Bien, voilà. Tu sais des choses sur Andrew Epstein, raconte. Je ne dirai rien. Voilà, ça tombe bien. On continue notre séance de rattrapage des meilleurs moments de l'émission et on commence avec cette actualité, l'étude spectaculaire publiée par l'Institut IFOP pour le compte de la LICRA qui dévoile l'ampleur des discriminations racistes en France. Valérie Brochard nous éclaire. 46% des Français déclarent avoir été victimes de racisme au cours de leur vie. Presque un Français sur 2, parmi lesquels un gendarme de la garde républicaine. Il témoignait au micro de France 2. Mes premiers jours dans la caserne, moi-même, j'ai été contrôlé par des collègues. On me disait, oui, vous allez où? Ben, je rentre chez moi. Et je devais sortir ma carte de gendarme. Il y a eu des surnoms péjoratifs comme chanteur de rail, chef mamie, vendeur de couscous, ou ça pouvait être l'autre là, la rataille, le banlieusard, le terreau, le radicalisé. Et là, je me disais, mais en fait, c'est pas possible, il blague en fait. Myriam Amelal, alors déjà pour commencer, je rappelle que cette étude, elle s'est faite sur du déclaratif auprès de plus de 14 000 personnes qui ont exprimé leur ressenti. Ce ne sont pas des actes recensés. Il n'empêche presque une personne sur 2 se dit victime de racisme. Est-ce que ça vous étonne ce chiffre ? Non, ça ne m'étonne pas du tout, et d'autant que même si le racisme a toujours existé, il est de plus en plus décomplexé, notamment à cause de certains médias, qu'on ne citera pas, où on entend des choses parfois choquantes. Moi, je me souviens d'il y a quelques mois, sur une chaîne du PAF, où on entendait dire que, par exemple, pour les Français d'origine algérienne, qu'il fallait retirer le droit de vote. Ça renvoie au code de l'indigénat pendant la colonisation. Donc il y a des relents qui réapparaissent et qui reviennent. Il est vrai que ça a toujours existé, notamment, on peut parler du maire de Saint-Denis aussi, c'est du racisme primaire qu'on a vu aussi concernant Christiane Taubira avec Minute qui avait titré Maline comme un singe, Taubira retrouve la banane, ou même Daniel Obono. Ça a toujours existé, ça existe, mais c'est juste vraiment la différence, c'est que c'est décomplexé et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui en témoignent et qui ont vécu des attaques racistes, des agressions aussi, pourquoi pas, mais je pense que c'est aussi pour ça. Isabelle Durand, si on faisait cette étude, la même, en Belgique, est-ce qu'on retrouverait à peu près la même chose? Est-ce que ça veut dire que c'est un phénomène européen ou peut-être presque français? En tout cas, il y aurait des chiffres aussi assez alarmants. Je ne sais pas si on arriverait au même niveau de 1 sur 2, mais c'est vrai que, par exemple, ça fait référence à ce que disait cet interviewé tout à l'heure. On a fait une enquête à Bruxelles sur une zone de police et cette enquête, elle est plus qualitative que ce que l'ICRA a fait, qui est un sondage. Et dans cette enquête qualitative, alors que la police se présentait comme non raciste, non racisée, etc.,
On s'est rendu compte par immersion, les chercheurs sont restés immergés pendant 6 semaines dans les casernes de policiers, qu'en fait, et ce sont les petites, les insultes, les messages insidieux, ce qui n'est pas explicite, les blagues un peu crasses, racistes, mais limites, qui sont les plus courantes et qui, avec une façade a priori, moi je ne suis pas raciste, d'ailleurs j'ai un ami noir, hein, enfin, c'est le truc classique, il y a pas mal d'autres choses. Donc je pense que c'est vrai qu'en Belgique, on pourrait avoir, en tout cas pour la partie que je connais mieux, c'est-à-dire la partie francophone, on pourrait avoir certainement quelque chose de même nature. Guy Meili, à partir de cette enquête donc, du déclaratif, du ressenti par des gens qui se sentent discriminés par du racisme, est-ce qu'on peut en conclure que la France est un pays raciste ou pas? Non, mais je pense d'abord qu'il faut essayer d'injecter un peu d'objectivité dans ces choses-là. Je pense que c'est surtout une sursensibilité. Je pense que si, évidemment, il y a encore certains problèmes de racisme, c'est pas possible, après avoir expurgé la langue de certains trucs, même l'offre chez la boulangerie était expurgée de certains noms, que plein de choses qu'on disait sur le plateau il y a 30 ou 40 ans, dans les sketchs, aujourd'hui, ça fait un scandale, quelqu'un peut perdre son boulot. Le ressenti, c'est par définition quelque chose que les gens ont ressenti. Donc le fait est qu'ils se sont sentis agressés. Je pense qu'il y a de moins en moins de raisons et de plus en plus de sentiments de gens qui sont... Ce que les femmes subissaient dans des grandes entreprises il y a 30-40 ans, ça n'existait pas aujourd'hui, même si ici et là, il y a encore des choses. Oui. Mais c'est une logique de révolution. La révolution n'admet jamais la victoire, il faut toujours rester mobilisé et vigilant. Isabelle Durand. Oui, heureusement qu'on reste mobilisé et vigilant, parce que ce racisme décomplexé, il est présent, vous en parliez, mais même, je dirais concrètement, dans les questions d'embauche, dans l'accès à un logement. Il faut faire aujourd'hui des CV anonymes pour être sûr d'être lu. Dans l'évolution d'une carrière, tous les plafonds de verre pour des personnes dites racisées. Et j'en profite pour dire que je n'ai jamais compris ce mot, parce que je trouve qu'il est quelque part utilisé par les antiracistes. Il est même contre-productif, parce qu'il perpétue cette différence entre guillemets les blancs et les noirs. Mais en tout cas, il y a objectivement des faits institutionnalisés, si je peux dire, pas dans la loi bien sûr, mais qui sont Et en même temps, Myriam Amellal, la France est un pays profondément métissé. Oui. Avec y compris des Français d'origine étrangère, de multiples origines étrangères. C'est un pays qui n'a pas du tout d'homogénéité de ce point de vue-là depuis... Non, c'est un pays métissé, c'est un pays aussi qui, à travers la musique, à travers l'art, etc., donne sa chance à tout le monde. On retrouve de tout, mais il y a quand même... il existe des relents racistes. Alors l'État n'est pas raciste, évidemment, il n'y a pas de loi raciste, au contraire, il y a même des lois qui pénalisent le racisme. Punir justement le racisme. Elles existent et elles sont appliquées, mais il y a tout de même... moi, je reviens sur le caractère décomplexé qui fait qu'on sent une montée du racisme, des remarques et même des pratiques. Et la droite et l'extrême droite s'en sont servis à tour de bras depuis une décennie pour lancer et pour inonder, y compris les réseaux sociaux, de tout ce décomplexage, si je peux dire, sur le terrain du racisme. Un dessin de Patrick Chapat. Oui, alors contrairement à mon ami Guéluc, qu'on reçoit à cette table souvent, je n'ai pas de chat pour vous livrer mes réflexions plus ou moins senties. Donc j'ai un chapat, voilà, défaut de chat. Et le chapat vous dit 50% de Français victimes de racisme, on n'ose pas imaginer le chiffre pour les étrangers dans ce cas-là. Merci Patrick. C'est Suisse qui vous le dit. C'est l'heure de la télé des autres, cher Jean-Mathieu. On va prendre un peu l'air du côté de l'Italie. Un air un peu vicié, tout de même. Eh ben oui, cette semaine, Benjamin, j'ai regardé en effet la télévision italienne, où on a beaucoup parlé, figurez-vous, d'une fresque qui, vous allez la reconnaître, à un moment a eu son petit succès. Per 3 mesi la Cappella Sistina a Roma sarà sottoposta a un intervento di pulitura per togliere la patina del tempo e restituirle piena brillantezza cromatica a 30 anni dall'ultimo restauro. Durante i lavori resterà sempre aperta al pubblico, mentre dietro un telo con riproduzione ad alta definizione dell'opera lavoreranno i restauratori del laboratorio dei Musei Vaticani. Voilà, c'est la plus importante restauration de la célèbre fresque de Michel-Ange depuis 30 ans, installée dans la chapelle Sixtine depuis le XVIe siècle. Cette peinture, considérée comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'art occidental, va donc être nettoyée. Alors, ce qui frappe, ce n'est pas cet échafaudage gigantesque qui est installé, mais plutôt les raisons, en fait, qui ont poussé les restaurateurs à agir aussi rapidement. En 2024, ils ont remarqué en fait, qu'il y avait une légère couche blanchâtre qui était en train de se poser sur la fresque de la chapelle Sixtine. Et vous allez voir, c'est une couche blanchâtre salée, et vous allez voir que l'origine est assez inattendue, comme l'explique Fabio Morezzi. Il est responsable du cabinet de recherche scientifique du musée du Vatican. La spiegazione è la traspirazione.
La traspirazione è aumentata negli ultimi anni dovuti alla variazione climatica. Noi nella traspirazione produciamo acido lattico e purtroppo il 97% dell'acido lattico si fissa col carbonato di calcio, col calcio libero e forma il lattato di calcio. Questo velo di superficie fortunatamente è un sale solubilissimo in acqua et fortunatamente è di superficie. Et voilà, Benjamin, trop de sueur, trop de transpiration endommage l'œuvre. Et voilà, alors, ce sointement corporel est-il dû au choc, finalement, des visiteurs de rencontrer le Christ, qui est en face d'eux, voilà, au cœur du centre de la fresque? Ou alors le Vatican monte-t-il le chauffage pour proposer une simulation des enfers, peut-être qui nous attendent tous? Rien de tout cela. La faute en incombe, en fait, au réchauffement climatique, comme l'a dit cet expert de la cité papale. Les années sont de plus en plus chaudes. Donc, à l'intérieur du Vatican, on souffre. La température aurait augmenté au sein de la chapelle Sixtine, qui accueille les jours de haute fréquentation, 15 à 20 000 personnes. Donc il y a vraiment du monde et le Saint-Endroit se transforme en véritable appel à la sudation. Et oui, ça souffle fort, ça transpire encore plus fort, sans s'arrêter. La condensation se crée et l'art en paye le prix cher. La climatisation qui maintient une température constante de 23 degrés n'arrive pas à lutter contre le phénomène. Alors, est-ce le jugement dernier pour... le jugement dernier, justement, pas du tout. Le traitement est simple, vous allez voir, et pas cher, idéal d'ailleurs pour les finances du Vatican. Alors prenez note si vous-même vous avez un problème de couche blanchâtre dans votre chapelle. On vous donne comment faire, un petit truc. C'est Gian Domenico Spinola, qui est vice-directeur scientifique du musée du Vatican, qui vous explique tout ça. La sostanza che abbiamo usata è la carta giapponese, l'acqua distillata ed è un'estrazione abbastanza veloce, molto veloce e abbastanza semplice dal punto di vista tecnico. Alors, est-ce qu'on peut parler de vrais miracles financiers? Je ne pense pas, parce que la restauration de la chapelle Sixtine débutée en 2010 est en fait financée, figurez-vous, par des mécènes américains. On voit qu'au jugement dernier, mieux vaut avoir un bon portefeuille pour avoir une place, bien sûr, aux côtés du Seigneur. Benjamin Louis, quand on voit cette affaire... Personnellement, quand j'y ai pensé, moi, je me suis dit, c'est vrai que j'ai visité la chapelle Sixtine. On a l'impression de participer à chacun, finalement, à la dégradation de chefs-d'œuvre, malgré nous, non? On est indirectement responsable de ce massacre, mais le premier responsable, c'est quand même le réchauffement et le changement climatique qui fait que les températures augmentent. Mais c'est pas tant une surprise que ça, parce que, alors on parle du jugement dernier, mais c'était écrit dans la Genèse. Je ne vais pas vous la lire en hébreu biblique. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu as été tiré, car tu es fait de poussière et tu retourneras à la poussière. Voilà. Non, mais vous avez gagné un moment dans cette émission, ça c'est sûr, ça restera dans les annales. On a cité la Genèse. Et vous citez quoi, cher Dorteux? C'est un conseil, vous. Il faut qu'on dégaine nos déos en transpirant, c'est ça? Oui, je me suis imaginé le jugement dernier après sa restauration. Accueillons maintenant notre invitée du samedi. Elle va nous ramener au 8e siècle, au temps de Ragnar Lodbrok, ce terrible chef viking, souvent représenté à l'écran. Bonsoir Lucie Malbos, vous êtes historienne, spécialiste des sociétés scandinaves du Moyen-Âge. Et vous vous penchez avec vos co-auteurs Thomas Siroto et Eric Pincas dans ce livre Viking, enquête sur les femmes des terres gelées, paru chez Talandier, sur ces personnages méconnus de ce qui nous apparaît comme une saga guerrière, justement. Les femmes vikings, dans ce livre donc, dans l'ombre, elles jouaient pourtant un rôle déterminant, c'est ce que vous racontez, dans l'organisation de ces sociétés. On va y venir dans un instant, mais d'abord, quand on pense viking, on a justement des images chocs, des clichés. Est-ce que cette image, elle est fidèle à la réalité quand on parle viking? De quoi parle-t-on précisément? Alors, quand on parle de Vikings, on parle effectivement de beaucoup d'images et de clichés qu'on a en tête, mais qui remontent en fait à l'époque même des Vikings. On s'appuie sur des sources qui ont été rédigées essentiellement par les victimes, des moines, des hommes d'église occidentaux, des pillages, et qui sont les victimes et qui nous font un tableau assez apocalyptique. Et donc, l'historien est un peu coincé finalement et dépendant de ces sources. Et malheureusement, on n'a pas vraiment le point de vue des Vikings eux-mêmes, qui ne nous ont pas vraiment laissé de traces écrites. Donc, au fil des siècles, finalement, il y a eu un phénomène de sédimentation de tous ces clichés. Le romantisme est passé par là, les opéras de Wagner, et ça nous donne aussi les images qu'on a aujourd'hui, casque à cornes et autres incongruités historiques. Alors là, ce qui est assez intéressant, justement, concernant le rapport homme-femme chez les Vikings, on va dire ça comme ça, tout commence en fait avec une tombe. Oui. Suédoise, en fait, qui se trouve en Suède. Et cette tombe, longtemps, on a cru que c'était
un chef, c'est un chef d'ailleurs viking, et on a cru que c'était un homme. Oui, en fait, quand on étudie les Vikings, on s'appuie beaucoup sur des données archéologiques et donc sur des tombes. Donc la tombe dont vous parlez, effectivement, c'est une tombe. Alors, c'est une tombe qui a été découverte il y a longtemps, à la fin du 19e siècle, et dans laquelle on a tout. On a l'épée, la hache, les boucliers, enfin tout ce qu'il faut. Et donc forcément, fin du 19e, on a dit c'est la tombe d'un grand guerrier viking. Et sauf que l'ADN a montré que c'était une femme. Et justement, quel était le rôle, ou les rôles essentiels en quelques mots des femmes dans les sociétés vikings? Alors c'est toute la difficulté, c'est que l'attention se focalise beaucoup sur des grosses découvertes qui font du bruit comme celle-là. Et donc on en conclut qu'il y avait beaucoup de femmes guerrières, ce qui en fait est loin d'être le cas. Le rôle de la femme, la majorité des femmes, c'est de s'occuper du foyer, de s'occuper des enfants. Et un autre aspect qu'on évoque beaucoup aussi dans le livre, d'avoir beaucoup d'activités textiles et notamment un rôle dans la production des voiles qui ont permis les expéditions. Karim Abric. Ah ben justement, quel est le profil de ces femmes qui décident de devenir guerrières? Alors, on ne peut pas vraiment établir un portrait robot dans la mesure où on a à notre disposition quelques récits fantasmés et une poignée de tombes comme celle qu'on vient d'évoquer qui pose énormément de problèmes d'interprétation. Et puis surtout, on va avoir beaucoup de mal à généraliser à partir des tombes qui se comptent sur les doigts d'une main. Pourquoi et comment les Vikings, voilà, ce peuple viking a disparu? Pourquoi on ne croise pas de Vikings aujourd'hui Alors, oui. Alors, il y a beaucoup de groupes de reconstitution vikings, donc on peut en croiser quand même. Mais en fait, on considère que le phénomène viking s'éteint vers le milieu du XIe siècle, en fait, au moment où Guillaume le Conquérant s'empare de l'Angleterre, ce qui correspond en fait à un moment où les problématiques changent et ce qui faisait en fait le cœur de l'activité viking et notamment le pillage, qui servait aussi à enrichir les chefs et avoir du prestige, quelque chose qui s'efface parce qu'on a des royaumes, notamment en Scandinavie, qui sont en train de se mettre en place avec de nouveaux outils et notamment la fiscalité. Et donc on en vient à financer le pouvoir par des moyens différents. Est-ce qu'ils sont absorbés aussi en quelque sorte par le christianisme? Et l'autre problématique, mais les deux sont liés en fait, le politique et le religieux, c'est qu'effectivement les Vikings, qui étaient caractérisés par leur paganisme, leur polythéisme, se convertissent progressivement à partir de la seconde moitié du Xe siècle. Eh bien, merci Lucie Malbos de nous avoir ramené au temps de Ragnar. Donc j'insiste, un dessin de Nicolas Vado. Absolument, j'ai dessiné un drakkar un peu spécial. Ah oui. C'est nous qui voguons, mais c'est elles qui ont construit le drakkar. Julie Garel-Grislin est conservatrice à la BNF. Elle nous entraîne dans l'exploration d'univers légendaires et fantasmatiques avec son exposition à la BNF, Cartes imaginaires, inventer des mondes, dont voici le catalogue, près de 200 œuvres, depuis des parchemins médiévaux à des jeux vidéo contemporains d'ailleurs, et puis une succession d'escales pour découvrir des mondes inexplorés, parfois peuplés de monstres marins, mais aussi des sources d'inspiration littéraire, par exemple des romans de Jules Verne. Si on remonte à ce que vous appelez les origines de ce théâtre du monde, de quand date le premier atlas, on va dire à peu près, ou celui qu'on pourrait qualifier comme tel, Julie Garel-Grislin? Du XVIe siècle, donc là vous en avez un très bon exemple, avec cette carte d'Islandia. Alors vous parliez de monstres, je ne sais pas si vous en voyez quelques-uns qui surgissent, qui grouillent dans les mers, qui viennent à la fois appeler les dangers et en même temps avoir évidemment des idées politiques. Vous l'avez parfait. Voilà. Magnifique. Ah voici. Mais justement, ces monstres, en fait, c'est parce qu'à l'époque, ils y croyaient ou c'était aussi le côté divertissement? Alors, divertissement, c'est peut-être un grand mot. C'est un savant mélange de croyances, d'imaginaire, de rêves, de projections. On a des monstres qui sont là pour, par exemple, signifier la colère divine. On a une idée, c'est pour signifier, évidemment, tous les dangers qu'ont les mers. Mais il y a vraiment cette part symbolique. D'accord. Là, on a un vrai répertoire de tous les monstres que vous pourriez trouver. Je ne souhaite pas les voir, je déteste la mer. C'est pour une bonne raison. Là, ce qu'on a à l'écran, c'est ce qu'on appelle le globe vert, c'est ça? Tout à fait. Pourquoi on l'appelle le globe vert? Alors, pour la couleur des pigments des océans, vous voyez, qui ont cette teinte bleutée verdâtre. Et on a été très original pour le nommer effectivement globe vert. Mais on est bon à la BNF pour ça, globe vert, globe doré, tout ça. Alors, dans cette exposition, on découvre aussi des univers littéraires, en quelque sorte des sources d'inspiration littéraire. On comprend que les cartes façonnent les univers romanesques à un certain nombre d'écrivains. Par exemple,
Il y a celle qui représente l'île au trésor de Stevenson. Voilà, comment est-ce que vous pouvez nous commenter cette carte? Qu'est-ce qu'elle signifie? De mes préférés, donc c'est facile. Donc ça, c'est un petit peu la carte archétypale. Vous avez une île, on voit les reliefs ciselés, vous avez tous les éléments, des bateaux de pirates, on a des monstres marins aussi que vous voyez en haut, on a les vents qui soufflent, une rose des vents, on est vraiment immergé dans la carte. Et alors là, vous en avez une autre version, mais dans la version initiale de Stevenson, c'est la même carte que John Hawkins voit. Enfin, vous êtes comme le héros. Vous avez un petit morceau vous avez un artefact du roman. C'est une carte immersive quasiment. C'est pire qu'immersif. C'est-à-dire que vous êtes le héros du roman qui déambule et avec lui, vous cherchez le trésor. Et on arrive parfois en utilisant ces cartes justement pour aller ailleurs, si j'ose dire, en l'occurrence dans la tête d'un fou. Il y a une carte qui est assez extraordinaire, on va la voir, qui est le monde dans la tête d'un fou. Quelle est la signification de cette carte-là? Est-ce qu'elle a une dimension, je ne sais pas, psychologique ou psychanalytique même Non, mais elle a une dimension morale. C'est-à-dire que cette carte, vous avez la représentation du monde dans cette tête de fou, vous voyez bien les grelots, etc. Et en fait, il faut bien voir que la carte, à cette époque, c'est un symbole du pouvoir. Donc là, l'idée, c'est de dire... Là, on est à quelle époque là, avec cette carte? Là, on est au XVIe siècle. 16e. Et donc, vous avez vraiment cette idée de se dire, mais en fait, c'est vain de croire, vous êtes prétentieux de croire que vous allez pouvoir connaître l'entièreté du monde et recentrez-vous sur vous-même. Et alors, en plus, il y a le jeu avec l'élébore qui est censé soigner la folie. C'est toute une imbrication. Merci à vous. Vous allez voir, Pierre aussi, Pierre Kroll, il s'essaye aux cartes du monde, n'est-ce pas? Merci. Oui, mais j'adore les cartes et les plans. Et Tout le monde aime les cartes et les plans. J'ai été récemment encore sur le site Richelieu voir votre collection de la BNF. Voilà. C'est vrai, Je mens pas, vous voyez. Donc j'irai voir celle-là sûrement. Et j'ai trouvé une autre votre carte d'un fou dans les cartes imaginaires. Ah, On n'a pas le temps de tout l'analyser, mais vous voyez, pour Trump, il y a l'ex-Groenland, l'ex-Canada, l'ex-Cuba. Il y a 2 endroits où il s'en fout. Les ex-amis. Et alors sans doute qu'Israël, il espère qu'ils ne s'arrêteront pas. C'est l'heure de jouer à Tetris et Pac-Man, notamment avec notre invité du samedi, le journaliste spécialiste des jeux vidéo Zan Z, qui est le co-commissaire d'une exposition qui s'intitule Video Games et Musique, qui se tient à la Philharmonie à Paris jusqu'au 1er novembre. Bienvenue à vous. Merci. Cette exposition, elle est donc consacrée aux musiques des jeux vidéo. Alors, ces petites musiques entêtantes qu'on a tous gardées en mémoire depuis notre prime jeunesse, il faut bien le dire. Quand est-ce que la musique fait son apparition dans les jeux vidéo? Est-ce qu'on peut dater précisément quand et quel jeu? Alors, pour ce qui est des bruitages, parce que ce sont eux qui sont arrivés, parce qu'il fallait un peu d'impact, c'est clairement Pong. En tout cas, on voit arriver ces sons un peu stridents, un peu agaçants, qui sont là et qui soulignent l'action. Et puis après, voilà, on l'entend. Exactement. C'est ça, exactement les 2 barres blanches qui se renvoient à un carré blanc. Effectivement, ça ressemblait de loin à du ping-pong. Et puis petit à petit, Space Invaders qui s'inspire un tout petit peu de John Williams et des Dents de la Mer, avec une musique qui s'accélère, un peu descendante. Puis Pac-Man, évidemment. Donc là, on est en quelle année Là, on est en fin 70 et puis début 80. On commence à voir ces harmonies qui arrivent, ces musiques, et on commence à les voir arriver aux États-Unis et aussi au Japon, qui s'affirme en fait très vite comme un continent en fait vidéoludique. Alors Jean Z, puisqu'il paraît que vous connaissez un petit peu, on vous a préparé un petit blind test. Merci beaucoup, j'apprécie. Nos invités peuvent jouer, donc si jamais ils ont la réponse, mais voilà, je pense que vous allez l'avoir. Par exemple, voilà, surtout Isabelle Durand, qui a une console, qui a apporté une console. Bravo. Une Game Boy, voilà. Est-ce que vous pouvez me la réparer? Elle ne s'allume plus. Alors voilà, qu'est-ce que c'est, Jean Z et nos amis, qu'est-ce que c'est que cette première musique? Allons-y. Round 1. Tetris. Bravo. Très forte. Musique pop russe et arrangée. Oui, c'est une musique populaire russe. On la connaît tous grâce à un jeu vidéo, ce qui est quand même incroyable. Qu'on y ait joué ou pas. On connaît Tetris, c'est un certain Tanaka, qui est un compositeur de chez Nintendo, qui a arrangé ce morceau populaire russe. Alors Isabelle Durand, vous remettez votre titre en jeu. Un deuxième extrait, allons-y. Round 2. C'est facile, je vous le laisse. Il s'appelle Koji Kondo. C'est un génie. Bah oui. Le génie de chez Nintendo, un autre génie. Allez-y, je pense que nos... Alors Super Mario Bros, et c'est peut-être là où ça a verbalisé pour la première fois le fait de mélanger les bruitages et la musique. C'est-à-dire que le côté aléatoire du jeu, du joueur, pouvait jouer, il pouvait créer des bruitages, et ça se mêlait à la musique, et de manière assez brillante. D'ailleurs, brillante, le thème est connu maintenant du monde entier. Allez, vous avez une dernière chance, un troisième et dernier extrait. Allons-y. Round 3. Ça se voit pas du tout.
Ça, c'est plus difficile. Ah oui. Parce que c'est plus récent. C'est Et français. beaucoup plus élaboré. Beaucoup plus élaboré, musique savante, avec une chanteuse lyrique. C'est Clair Obscur Expédition 33, qui est un jeu qui a été développé à Montpellier et qui est un carton mondial. Ouais. Et la chose étonnante qu'on peut se dire, c'est que pour une fois, on a verbalisé le succès grâce à cette musique. C'est-à-dire que pour une fois, on a dit, ah mais tiens, le succès, c'est aussi grâce à cette musique. On l'entend, on fait, ah mais qu'est-ce que c'est, pourquoi et comment. Et la découverte de l'univers du jeu est passée par ce chant-là assez spécial. Est-ce que dans le jeu vidéo, vous avez cité des compositeurs là, mais est-ce qu'il y a des couples comme on peut dire justement Ennio Morricone, Sergio Leone, John Williams, Spielberg, est-ce qu'il y a des couples comme ça ou pas? Il n'y a pas de couple parce que les artistes sont un peu plus cachés derrière le collectif dans le jeu vidéo. Il faut quand même le dire. Ouais. Donc on est derrière des studios. Par exemple, on va dire Nintendo, dans l'écurie Nintendo, ça, oui. Eh ben, on va retrouver Koji Kondo ou Tanaka. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à reconnaître finalement des styles singuliers, comme on reconnaîtrait des artistes. Okay. Finalement, ils sont assez cachés parce que les compositrices et compositeurs, ils ont envie de faire des jeux peut-être avant de faire de la musique. Merci beaucoup Jean Z, en tout cas d'être venu nous présenter cette exposition Video Games et Music qui se tient donc à la Philharmonie à Paris jusqu'au 1er novembre. Évidemment, ce concert a inspiré notre ami Patrick Chapat. Ah mais je me réjouis beaucoup de ce concert à la Philharmonie de Paris où on aura peut-être droit à une interprétation magistrale, non pas d'une fugue de Jean-Sébastien Bach, mais d'une très belle fugue de Pac-Man. Bonsoir Natacha Triou. Bonsoir. Comme chaque samedi, on va méditer un instant avec vous et ce soir, on va méditer sur ce constat. Selon les derniers sondages et études, le couple serait devenu ringard, dites-vous, et l'amitié est une nouvelle boussole. On a déjà évoqué ici le gros dossier dans The Economist qui s'intitulait La grande récession amoureuse. Aux États-Unis, chez les 25-34 ans, le nombre de célibataires a doublé en 50 ans. 50% chez les hommes, 41% chez les femmes. Et en France, à peu près les mêmes tendances. Mais attention, célibataire, ça ne veut pas dire ni être seul, ni sans affection, ni sans grand projet. Une nouvelle géographie du sentiment se dessine. Pour une partie de la génération Z, le couple traditionnel n'est plus le centre de l'épanouissement sentimental, mais une option parmi d'autres, et parmi elles, il y a le triomphe de l'amitié. Triomphe de l'amitié, c'est-à-dire ouais, voilà. Pas facile à saisir, c'est vrai. Pour le poète surréaliste Philippe Soupeau, l'amitié est un sentiment si subtil qu'elle échappe, dès qu'on veut la définir, à toute définition. Face à ce lien mystérieux, il y a aussi la formule très célèbre de Montaigne pour son ami la Boétie. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Pour Montaigne, d'ailleurs, l'amitié, c'est une élection. On choisit ses amis, pas sa famille. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'amitié est si précieuse. Pourtant, pour l'historienne Anne-Vincent Buffo, elle le constate, l'amitié a longtemps tenu un second rôle. En littérature, au cinéma, comme on peut le voir là, avec ces nombreux exemples, l'amitié s'efface derrière le couple, la famille. Les ruptures amicales font rarement l'objet de chansons ou de scénarios, alors qu'on sait qu'elles peuvent être aussi dévastatrice qu'une rupture amoureuse. Pire, quand un ami disparaît, il n'existe pas de congé spécial pour porter ce deuil. Nous devrions donc, vous écoutez, collectivement faire davantage attention à ce sentiment, lui accorder davantage de valeur, c'est ça ? Oui, c'est même le propos de la journaliste Alice Rebaud dans son ouvrage « Les amis, c'est la vie ». Elle invite à faire sauter les hiérarchies relationnelles. Dans son autre excellent essai « Nos puissantes amitiés », elle pose une question. Mais pourquoi le couple romantique représenterait-il l'unique façon de cheminer avec d'autres dans l'existence ? C'est un essai qui aide à penser, à vivre la liberté et même à rêver la société à venir. Pacte entre amis, parentalité partagée, colocation durable. En fait, nombreux sont ceux qui réinventent des manières de militer, d'habiter, de consommer, de faire famille et même de vieillir ensemble. Et finalement, encore une fois, il y a 25 siècles, Aristote avait tout compris. Et il consacrait 2 livres dans son éthique à Nicomaque. Il dit, l'amitié, c'est le bien le plus précieux, le principe fondamental de la société, je le cite, sans amis, personne ne choisirait de vivre, même pourvu de tous les autres biens. C'est tellement juste. Merci Natacha. Un dessin de Nicolas Vado. Oui, un peu d'expérience vécue. Et les amis, on se fait une soirée film de potes comme au bon vieux temps, les bronzés, les petits mouchoirs, on a pris des bières. Non, là, on va dormir. Bonsoir Renaud. Il existe encore sur la Terre une destination inaccessible au commerce, mais pour combien de temps ? Je parle avec une amie quand soudain elle ne m'écoute plus. L'instant d'après, la revoilà, son visage recouvert du masque social, elle réintègre la discussion. Où était-elle passée ? Qu'est-elle allée observer en dedans depuis quelle falaise intérieure ? Mystère. On traverse notre vie et celle des autres comme ça, sans rien savoir de ce qui se trame derrière le store des paupières. L'envers du décor, Psycholand, la vallée où naissent les rêves de ma fille, resteront à jamais terra incognita.
Certaines nuits, ma tête contre la tête de Natacha, je tente d'entendre quelque chose. En vain, dire qu'à quelques millimètres, là, de l'autre côté, s'étalent des jungles qu'elle-même n'a sûrement jamais explorées qu'à moitié. Des galaxies mitoyennes et sans fenêtres, voilà ce que nous sommes, et ce constat me filerait presque la chiale. Si bien que lorsque j'apprends que la Silicon Valley nous fournira demain les moyens de traduire en images les influx électriques qui parcourent notre cerveau, je réponds 100 mois. Pourquoi pas? C'est combien? On peut se désinscrire au bout d'un mois? Simple plug à glisser sous la narine, le Secret Garden Viewer Mindfuck affichera vos idées au grand jour et en 4K. Bon moyen de faire du grand cinéma pour pas cher ou d'emmener votre concubin visiter à deux vos montagnes de contradictions et leurs sommets de culpabilité. Les soirs où il n'y a rien sur Internet, nous nous endormirons en revisionnant nos rêves de la veille. Ah, des andouilles d'humains qui ont passé des siècles dans l'opacité les uns des autres. Comment faisait-il? Comment a-t-on pu survivre aussi longtemps sans cette merveille, cette torche de l'âme? Hélas, des dérives sont à prévoir. Des célébrités tenteront de monnayer l'exploration de leur songe chez humain. Et comme ces gens qui acceptent l'installation d'un panneau publicitaire dans leur potager en échange de quelques deniers, il se trouvera sûrement des malheureux pour accrocher des messages promotionnels aux arbres de leur jardin secret dans l'espoir d'arrondir leur fin de mois. Alors, ayant tout vendu, où irons-nous cacher notre désespoir ? Merci de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouverez Elisabeth Quint à 20h05. On se quitte en musique avec un clin d'œil à la méditation de Natacha Triou sur l'amitié. Ah, l'amitié, mieux sec, chanson pour les amis. Bon week-end. Tchuss.